enregistrez-vous sur iqfem.com, votre site d'emploi. C'est un site à travers lequel l'entreprise peut trouver le candidat correspondant à ses attentes en publiant des postes de travail. Pour vous chercheurs d'emploi, il vous suffit juste de créer votre profil en y joignant des documents correspondant à vos compétences et qualifications. Joignez-nous dès à présent au réseau professionnel et profitez de ses avantages. iqfem.com, votre site d'emploi. Bonsoir. 2018 sera une année électorale au Cameroun avec la présidentielle, les législatives et municipales. L'un des enjeux de ces consultations, c'est la participation. Elections Cameroun a rendu public le bilan de la révision du fichier électoral pour l'année 2017. Il apparaît qu'entre le 2 janvier et le 31 août, il y a eu 403 069 nouveaux inscrits. Le rapport d'Elections Cameroun sort alors qu'on attendait le bilan d'une campagne lancée en mai dernier avec pour ambition affichée d'inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. Au regard des chiffres, l'on est fondé à dire que cette initiative a simplement tourné en eau de boudin. En septembre 2013, lors des législatives et municipales, un peu plus de 5 millions de Camerounais étaient inscrits sur les listes électorales. 3 ans plus tard, le fichier électoral non toiletté d'Elections Cameroun affiche 6 560 386 électeurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les Camerounais rechignent-ils à s'inscrire sur les listes électorales malgré les campagnes et alors même qu'ils appellent l'alternance de tous leurs vœux? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir M. Tanier et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, mais je dois vous avouer que j'ai eu du mal à vous présenter quand je préparais cette émission. Alors, dans les médias, des fois on vous présente comme universitaire, un autre coup on vous présente comme un agent de l'État, des fois comme activiste, journaliste. Finalement, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est la somme certainement de tout ça, mais ce à quoi je consacre véritablement mon existence depuis au moins 13 ans. C'est à m'investir pour que le rêve que j'ai de mon pays se réalise. J'y crois dur comme fer. Je l'ai souvent dit, tout ce que vous venez de citer, agent de l'État, j'en suis un. J'ai été recruté comme cadre d'administration à l'université de Yaoundé 2, universitaire, j'en suis un, je suis chercheur et depuis 2 ou 3 ans, recruté à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 comme enseignant moniteur, activiste, je ne sais pas, toujours est-il que je suis aujourd'hui, à juste titre, considéré comme un leader d'opinion, je l'assume volontiers, mais moulé dans ma tendre enfance, dans la dynamique de construction d'un Cameroun meilleur, chaque jour que j'arrivais au village et que j'allais m'incliner devant les tombes qui sont d'ailleurs côte à côte de mon grand-père mort au maquis, de son fils aîné mort au maquis, de son deuxième fils, lui rentré du maquis courageusement mais mort dans le dénuement total, mais affichant toujours jusqu'à la dernière minute la fierté de quelqu'un qui aura servi son pays, même si sa cause n'a pas triomphé. Je leur promettais toujours silencieusement, à mon grand-père et à mes oncles,
de continuer leur combat. Et c'est ce à quoi je m'évertue, ce à quoi je m'attelle volontiers. Et ça n'apparaît malheureusement pas toujours dans les présentations diffuses qui sont faites de moi. D'accord. Alors on va commencer cette émission par quelques sujets d'actualité. Commençons par le problème anglophone, le problème dit anglophone. Le président de la République a décidé le 30 août dernier de libérer une partie des manifestants anglophones qui étaient incarcérés à la prison centrale de Kondengui depuis 8 mois. Alors comment avez-vous apprécié cette décision du chef de l'État? J'étais plutôt embarrassé parce que je fais partie de ces Camerounais qui sont montés au créneau depuis plusieurs mois, appelant à la libération des personnes qui étaient arrêtées injustement, innocemment. Parce qu'à chaque fois, il faut préciser, chaque fois qu'on parle de cette affaire-là, il y avait 2 catégories de personnes placées en détention. Il y avait les leaders du consortium, ceux-là qui ont été arrêtés, sans que les éléments fondant cette arrestation ne soient partagés par l'opinion. Et il y a cette autre catégorie de personnes à qui on peut imputer un certain nombre d'actes absolument répréhensibles et qui méritent donc que l'État affiche et exerce sa fermeté à cet égard. Et pour les premiers, moi en tout cas en particulier, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans des médias et d'autres, qu'il fallait, dans une optique de décrispation de cette crise, libérer déjà tout au moins les personnes arrêtées innocemment. C'est vrai que dans le cadre des poursuites, ou plutôt oui, de la justice militaire au Cameroun, à la lumière de la loi du 12 juillet 2017, oui, ben, le commissaire du gouvernement n'est pas obligé, il n'est pas tenu par une obligation de publication des mobiles qui gouvernent l'ordre d'arrêter ou de placer en détention, ce qui est d'ailleurs dans un état de droit c'est un problème. Un problème, j'ai même envie de dire une incongruité, ça ne s'explique pas parce que cela rentre dans les droits fondamentaux de l'homme, mais il fallait quand même, compte tenu de la crise, du caractère exacerbé de celle-ci, que l'on affichât tout au moins les éléments présomptifs sur la base desquels ces personnes étaient arrêtées. En matière pénale, il y a un élément matériel, tout au moins. Alors, ces personnes, moi j'ai fait des recherches personnelles, j'ai relu les interviews des leaders du consortium, je suis entré dans leur site internet. D'ailleurs, l'un des leurs est aujourd'hui dans la commission du bilinguisme, oui, un des membres, un des leaders du consortium. Je n'ai pas trouvé d'éléments et j'avais donc estimé à l'époque qu'il fallait les libérer dans une optique de décrispation parce que cette intimidation n'avait pas lieu d'être. Maintenant, la deuxième catégorie, oui, et je me joignais en cela à Maître Mouna, dans le cadre toujours de cette décrispation, on pouvait imaginer une magnanimité républicaine, mais là encore, cette générosité doit effectivement, elle aussi, se fonder sur un certain nombre d'éléments. La législation pénale a prévu ce qu'on appelle le nolle prosequi, c'est-à-dire que le commissaire du gouvernement, dans l'optique de préservation de la paix sociale ou si l'intérêt national est engagé, il peut effectivement, sur instruction du ministre en charge de la justice militaire, arrêter les poursuites. On avait souhaité justement que dans une perspective de préservation de l'indépendance de la justice, que ce fut le commissaire du gouvernement, mais le président de la République a préféré se fonder sur un autre élément qui figure dans la loi, effectivement, qui lui donne... Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que cette décision du chef de l'État est une entorse à l'indépendance de la justice ou alors à la séparation des pouvoirs? À partir du moment où cela a un fondement légal, on ne peut pas parler d'entorse, en tout cas, tout au moins du point de vue du droit. Oui. En revanche, l'opportunité de le faire, si ça a été fait dans une perspective de décrispation, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je vous disais que j'étais embarrassé, que moi qui ai appelé à ce qu'on les libère, que je fusse embarrassé au moment où ça arrive. C'est parce que ça s'est fait tardivement. Alors, est-ce que votre embarras vient aussi du fait que tous n'ont pas été libérés? Il reste encore dans les geôles de Kondengui un certain Mancho Bigbisi, qui a été l'une des têtes de proue de cette manifestation. Il était apparu à Bamenda dans un cercueil. Et donc, lui, il reste encore en détention avec d'autres personnes. C'est un problème. Absolument. Cette libération à 2 vitesses. C'est un problème, absolument. Il faut se demander pourquoi on libère les uns et pas les autres. Qu'est-ce qui gouverne cela? On a tous lu et écouté le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui donnait les mobiles. Oui, alors le secrétaire général de la présidence de la République, effectivement, dans son communiqué, soutient que cette libération ou alors cet acte du chef de l'État participe de la décrispation et
participe de la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes de manière pacifique, mais visiblement, on se rend compte que ça n'a pas tant que ça décrispé la situation. On a l'impression que la crise se durcit. Ben effectivement, la rentrée n'est pas effective, totalement effective à Bamenda et à Buea. C'est un problème là aussi. Il faut le regretter. Oui. Et ça pose le problème du timing. Parce que si ça a été fait, oui, pour qu'il y ait rentrée scolaire, on ne le fait pas 2 jours de la rentrée. Il fallait le faire 1 mois avant pour permettre, pour observer déjà ce que ça aurait comme conséquence, ce que ça aurait comme impact, et puis permettre aux uns aux autres de préparer cette rentrée. Dans le cadre de la tournée de sensibilisation que j'ai faite dans l'ensemble du pays, je suis allé en zone anglophone, je suis allé dans au moins 4 villes anglophones. J'ai pu échanger avec les uns et les autres. C'était à quelques jours de la rentrée, oui, vers la fin du mois d'août. Et j'avais relevé qu'il n'y avait pas de tenue. Je ne les voyais pas en vente. Je m'étais renseigné auprès d'un certain nombre de personnes qui travaillent dans la douane pour qu'ils me disent, comparé aux années précédentes, si les importations nécessaires avaient été faites, comme cela était le cas, les importations de fournitures scolaires. Ils m'avaient dit qu'effectivement, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que libérer des personnes, parce qu'on veut une rentrée à 2 jours de la rentrée, alors qu'on aurait pu le faire avant, ça veut dire qu'une fois de plus, on a préféré la gouvernance du pourrissement, et puis certainement dos au mur, tardivement conscient de ce qu'on était en train de faire une bourde, on essaie de se rattraper. Mais écoutez, voilà les conséquences. Mais toujours est-il que moi, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait rentrée scolaire. Sauf que je ne m'inscris pas dans le camp de ceux qui pensent donner la leçon aux parents d'élèves en leur disant « n'utilisez pas vos enfants ». C'est comme si les années précédentes, lorsque ces parents-là envoyaient leurs enfants à l'école, c'est nous qui leur demandions de les y envoyer. Oui. Et nous avons la prétention d'aimer leurs enfants plus qu'eux-mêmes. Eh bien, vous vous doutez certainement que si ces parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, c'est parce qu'ils sont convaincus que pour l'avenir de leurs enfants, ben, la solution passe par le fait que leurs enfants n'aillent pas à l'école. Alors, est-ce que vous comprenez cette gradation dans les revendications et même carrément dans la défiance envers le pouvoir de Yaoundé? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des revendications qui sont de plus en plus sécessionnistes. Il y a un sécessionnisme assumé de la part d'un certain nombre de leaders anglophones, notamment ceux qui sont hors du Cameroun. Est-ce que vous comprenez cette gradation dans les revendications et dans la défiance du pouvoir de Yaoundé? D'abord, le sécessionnisme assumé n'est pas un fait nouveau. Oui. Il me semble que le SCNC oui. a toujours existé et que le 1er octobre, ils avaient et nous approchons dangereusement du 1er octobre de manifestation. Mais effectivement, 2017. Nonobstant effectivement le fait que l'article 111 du Code pénal punissait la sécession, ben, la tolérance administrative au Cameroun a laissé le SCNC fonctionner. Ça prend un relief particulier actuellement. C'est pour ça que je rappelais récemment, je ne sais plus où, que quand on brûle des drapeaux, qu'on pose des actes, des exactions ou des excès, c'est des actes qui ont souvent existé, mais comme c'était isolé, ça ne prenait pas un relief particulier. Actuellement, on en parle davantage parce que nous sommes en pleine crise. Mais sur la question de la dégradation, je comprends tout à fait, et ça s'explique scientifiquement, M. Jean-Bruno Tagné. La crise anglophone n'est pas née hier. Oui. La phase exacerbée, c'est celle que nous vivons, qui est déclenchée en novembre 2016. Je vous rappelle que pour le secteur de l'éducation, par exemple, notamment de l'enseignement supérieur que je connais mieux, depuis janvier 2016, la commission qui avait été mise en place par le ministre de l'Enseignement supérieur avait déjà rendu ses résolutions sur la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Ces résolutions sont dans les tiroirs primo-ministériels et présidentiels depuis janvier 2016 jusqu'à novembre. Les revendications socio-professionnelles ne datent pas d'hier. Elles ont toujours existé. Les avocats les ont toujours formulées à l'adresse des autorités de la République. Même chose du côté des syndicats d'enseignants, du secondaire, du primaire. Ça a toujours existé. Mais qu'est-ce qu'on leur a réservé à ces revendications? La condescendance habituelle, la sourde oreille habituelle, le mépris habituel, jusqu'à l'exacerbation venue une fois de plus du mépris exagéré qui s'adossait à la négligence. C'est-à-dire que des avocats en robe décident d'exprimer leur mécontentement, on les bastonne dans la rue comme de vulgaires voyous, on les traîne dans la poussière, et puis c'est de là que c'est parti. Des revendications socio-professionnelles, ça a muté progressivement
vers des revendications politiques. Et il y a même carrément eu inversion de l'ordre des revendications. L'accessoire s'est inversé. Le principal est devenu l'accessoire. L'accessoire est devenu le principal. Du coup, ce qui était accessoire il y a quelque temps, c'est-à-dire les revendications politiques qui, elles, étaient latentes, elles ont pris le pas sur les revendications socio-professionnelles. Alors aujourd'hui, on est pratiquement dans l'impasse. Et ce ne sont pas des tentatives de sortie de crise qui ont manqué. Aujourd'hui, comment peut-on faire très rapidement pour sortir de cette crise? Rapidement, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans l'impasse. Je crois qu'on est dans l'incompétence à gérer une crise. Oui, mais c'est l'impasse, puisque la crise perdure. Même ce Jean-Bruno Tagné, d'où venons-nous? Le 4 mars 1916. Non, ne refaisons pas... je ne veux pas refaire l'histoire, mais c'est important. Oui, ben, écoutez, on connaît très bien... si vous voulez que je formule la position qui est la nôtre, je suis obligé, pour vos téléspectateurs, de commencer par là. Les anglophones et les francophones ont toujours été des frères. En 61, et même avant 61, c'est pour ça que je partais du 4 mars 1916. Mais si vous voulez, nous partons du référendum. Le référendum qui a eu lieu, il s'est soldé par le résultat qu'on connaît pour au moins 2 raisons. C'est parce que les francophones et les anglophones avaient un destin commun qui était déjà politique, mais également un destin commun qui était socio-anthropologique. C'est pour ça que ceux qui étaient proches du côté francophone sont restés chez les francophones. Ceux qui étaient proches du Nigeria sont allés du côté nigérian. Mais le contrat politique qui a été signé en 1961 a-t-il été respecté? Parce qu'il y a un élément, Jean-Bruno Tagné, qui a été oublié. On est bien d'accord qu'il y a un élément qui a été, au-delà du contentieux historique, il y a un élément qui a été oublié. C'est qu'il y a une partie qui a acquis une culture anglo-saxonne. Lorsque nous sommes rentrés dans le mariage contractuel de la réunification, il y a eu une phagocytose maladroite qui a minoré la prise en compte de l'élément culturel d'importation anglo-saxon. Et c'est cela qui, certes, est resté latent parce qu'on l'a étouffé en 72, puis complètement avalé en 84, mais c'est ça qui est ressorti en surface. Quand Ahidjo décide de passer au parti unique en 66, avant ça, il a également supprimé le poste de vice-président qui était dévolu aux anglophones. Je suis bien d'accord, il y a un contentieux historique qu'il faut solder, mais à l'heure actuelle... Mais je vous dis qu'il y a une considération culturelle d'importation qui est importante, qu'il faut bien mettre en relief. Vous savez très bien qu'il y a des auteurs comme Achille Mbembe qui pensent qu'il est quand même ridicule pour des pays africains de revendiquer une culture qu'ils ont héritée de la colonisation. Absolument. Au lieu de revendiquer une certaine camerounité, les gens revendiquent leur britannité ou alors leur francité. C'est ridicule. On est absolument d'accord, il n'est pas le seul. Voilà. Le professeur Daniel Aboua a commis récemment un ouvrage à ce propos. Mais il y a également une chose que vous ne pouvez pas nier. C'est l'élément culturel d'importation. Parce que l'Angleterre avait un mode de gouvernance qui était différent du mode de gouvernance français. L'indirect rule. Ce qui fait que les populations anglophones ont un comportement différent des populations francophones. L'indirect rule voulait le pouvoir au peuple. La décision partait du bas vers le haut. Alors que le mode de gouvernance français, c'était tout l'inverse. Le pouvoir partait du haut et écrasait le bas. Le code de l'indigénat n'est pas venu de l'Angleterre. Il est bien venu de la France. Mais oui, c'est un marqueur sociologique important. Du coup, la phagocytose qui a eu lieu, ou alors qui a été tentée avec prédominance du mode de gouvernance francophone, fait que les populations anglo-saxonnes, pas par nature, mais par importation, s'y retrouvaient difficilement. Je vous rappelle que les NAM, par exemple, mais très rapidement, les NAM, par exemple, on ne comprend pas ça là-bas. Vous faites une étude, nous on l'a faite dans notre groupe, on s'est rendu compte que les anglophones, par exemple, sont très attachés aux populations, aux professions libérales. C'est bizarre. Alors que les francophones sont attachés à la toute-puissance de l'État, à l'ENAM, par ailleurs. Une mentalité héritée de la présence française au Cameroun. Ceci expliquant cela, vous voyez que les hautes autorités de la République qui veulent conserver la domination y envoient constamment leurs enfants. D'ailleurs, j'ai appris au passage que la plus haute autorité de la République a enfin consenti à y envoyer sa fille, tant mieux. Mais cela traduit bien cette situation. Est-ce qu'une visite du président Biya sur le terrain à Bamenda ou à Boya serait un acte supplémentaire dans le sens de la décrispation? Ce ne serait qu'une amorce. Vous savez, on ne règle pas une crise aussi profonde par des parades et des saupoudrages. Je vous dis, ce serait une amorce. Le président Biya, c'est vrai, il serait bien obligé en ce moment-là de se départir un peu de sa
de Satou. Mais oui, justement, est-ce que vous pensez qu'il le fera? Ben, je souhaite qu'il le fasse. Parce qu'il est bien connu que c'est un homme qui n'aime pas spécialement donner le sentiment d'avoir été poussé par la foule à poser ses actes. Monsieur Jean-Bruno Tagné, oui. Moi je suis allé à maintes reprises en zone anglophone dans le cadre du travail que je faisais, mais pas seulement. Aussi pour échanger avec les compatriotes anglophones. Je pense que la question de la descente, j'emprunte votre terme, de Paul Biya en zone anglophone, ne doit pas être posée en termes de souhait ou d'espérance. C'est une obligation pour un chef d'État, lorsqu'il fait face à ce type de crise, de prendre des dispositions. L'une d'entre elles, c'est d'aller par lui-même rencontrer ses compatriotes, qui, je rappelle, seront appelés dans un an. C'est par cela que vous avez commencé l'émission, à aller voter pour ou contre lui. Je pense qu'il a l'obligation, lorsqu'on est un chef d'État, lorsqu'on est un chef d'État, M. Jean-Bruno Tagné, on doit descendre. Moi, j'ai vu, avant de venir ici, comme j'ai l'habitude de rentrer dans le site de la présidence de la République, j'ai vu qu'il a adressé une lettre compassionnelle au président Macron pour le passage de Irma. Ben, on aurait espéré que le mois d'août, qui a été meurtrier par les accidents de circulation, ben, ait provoqué par lui un acte analogue de compassion vis-à-vis de son peuple. Je veux bien qu'on se soucie des Français lorsqu'ils sont dévastés par un ouragan, mais il faut se soucier aussi des Camerounais lorsqu'une rentrée scolaire est mise en péril. Je rappelle qu'il s'agit quand même de l'éducation des Camerounais. Et que vous me disiez qu'un chef d'État continue à envoyer des missionnaires qui eux-mêmes d'ailleurs se comportent comme lui-même. Écoutez, je ne veux pas porter de jugement sur les hautes autorités de la République. Il ne faut pas qu'on m'accuse, et vous, avant, d'outrage à chef d'État. Mais je pense quand même qu'en tout cas, moi, à sa position, je serai peut-être à la 3e descente en zone anglophone. Sortons très rapidement de cette phase d'examen de l'actualité par le comité de normalisation qui a été installé à la Fédération camerounaise de football. Alors, un commentaire sur le choix des personnalités désignées pour conduire ce comité de normalisation, le deuxième en l'espace de en moins de 5 ans au Cameroun. D'abord, la normalisation, c'est elle-même normalisée, comparé à ce qui se fait généralement par la FIFA. La normalisation en 11, c'était plutôt pléthorique, donc ils sont revenus à de justes proportions. 5. Il y a 3 avocats. Tant mieux, ce sont des juristes. Et donc, il leur est demandé de rédiger des textes et d'organiser une élection. C'est vrai, la vice-présidente, j'ai suivi le professeur Nkoumvondor, qui est un acteur de première heure et un combattant de la première heure de la normalisation. Et il a promis récuser la vice-présidente parce qu'il l'avait croisée un jour dans une audience à la Chambre de conciliation d'arbitrage. Et en ce moment-là, elle était l'avocate de la FECAFOOT, donc il estime que l'engagement a été pris, que ceux qui ont été mêlés directement ou indirectement à la crise il conteste dans son indépendance. Il conteste sur le fondement de l'engagement qui a été pris par la FIFA, mais c'est une question à suivre. Moi, je pense qu'il faut laisser et aider cette normalisation à faire son travail, parce qu'à la vérité, M. Tagné, la vraie normalisation, ce n'est pas celle qui va se faire en 8 mois. La norme, c'est la gouvernance du football. Et la gouvernance a des éléments constitutifs, la compétence, la transparence, la responsabilité active, du moins pour ceux qui travaillent sur les théories de gouvernance. On a besoin de normaliser notre football par son fonctionnement au quotidien. J'ai appris des choses incroyables, des dépenses astronomiques qui sont faites au profit de hautes personnalités tapées dans l'ombre présidentielle ou primo-ministérielle, alors que les footballeurs sont misérables. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Jean-Bruno Tagné, on parle d'un football professionnel au Cameroun. Si je vous posais la question, je vous la pose à vous, parce que je sais que vous avez, dans une autre vie, été un étudiant de droit. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la nature du contrat d'un footballeur qui s'engage pour 5 ans dans un club? Parce qu'au Cameroun, on a le contrat à durée déterminée, qui, s'il arrivait à 5 ans, deviendrait un contrat à durée indéterminée. Et vous avez le contrat à durée indéterminée. Ce sont forcément des contrats à durée déterminée, et ça ne peut donc pas aller jusqu'à 5 ans, comme on le voit dans tous les championnats du football du monde. Ça veut dire que lorsqu'on veut normaliser un secteur comme celui-là, si un État veut normaliser un secteur comme celui-là, il n'attend pas la FIFA. Il révise son code du travail pour aménager juridiquement ce type de contrat. Mais on n'en est pas seulement là. Donc il y a d'autres éléments. Et puis le dernier qui est très important, et c'est en cela que j'interpelle le comité de normalisation qui vient d'être là. Ce que j'ai découvert dans mes recherches personnelles, c'est que en réalité, le vrai problème du football camerounais aujourd'hui, c'est l'inféodation de tous les exécutifs de la FECAFOOT par le pouvoir de Yaoundé. Est-ce que ce nouveau comité de normalisation
échappera à l'inféodation. On a bien vu que la FIFA cette fois s'est montrée plus espiègle en choisissant des personnes qui exercent des professions libérales parce que le lien de subordination qui caractérisait les prédécesseurs de ceux-ci avec l'État les prédisposait à être obéissants, notamment à la plus haute autorité décrétale. Mais actuellement avec ceci, c'est la question que je me pose. Est-ce que eux, ils auront le courage, la force de caractère de résister à cette inféodation qui a d'ailleurs commencé de façon larvée par les petites attentions du ministère des Sports? Attendons de voir. Très bien. On a jusqu'à février prochain pour voir ce que ce comité de normalisation, ce deuxième, va pouvoir faire. Je vous propose de marquer une pause pour aller à la rencontre de notre invité de ce soir. Il a donné le ton. Etier Homo, voici l'homme sous la plume de Arnaud Ngefak avec les images de Samuel Loué. Sous un ciel sans brume, Médon se dévoile là, lui, quartier de résidence de Cabral Libilingue à Yaoundé. Intrusion dans son appartement au premier étage de cet immeuble. Ouais, les affaires, si ça ne veut pas comment, les gens s'y mettent souvent, ça, c'est même plus. Bon, comme ça. Une ambiance matinale détendue en famille. Ses deux tantes, son cousin et lui pour faire un effectif de 4 à la maison ce matin-là. Pour le petit déj, c'est un peu ce que vous voyez là, en fait, quand je m'arrête. Mais j'ai un bon raccourci le matin, hein. Quand je ne prends pas ceci, je prends généralement un bol de lait pour m'assurer quand même que je ne vais pas tomber évanoui quelque part. Mais pour la nourriture, généralement, mon plat préféré, c'est la sauce d'arachide, avec le poulet du village. À table, Madame Libye est absente. Mais l'anneau symbolique brille à son doigt pour faire témoignage de son mariage d'il y a quelques années. Bon, moi, il a fini, je commence à avoir débarrassé. L'homme, à 37 ans, est aujourd'hui cadre contractuel d'administration à l'université de Yaoundé 2. Le natif d'Ekwamaï, département du Nord-Ekele, région du centre, est un voisin adoré pour ceux qui l'entourent au quartier. C'est toujours un grand frère. Quand il vient, des fois il rentre tôt du travail. Quand il s'arrête, il descend de la moto, de sa voiture, il dit petit frère bonsoir, on dit bonsoir, c'est comment, je dis ça va. Bon, quand il veut partir, il nous dit bonne journée et du courage, ça va aller. Et c'est ça qu'on aime beaucoup dans lui, nous motive toujours, nous donne le courage de travailler toujours. Parce qu'on espère qu'un jour, ça va aller. Mon Dieu, je t'aime. Sa navette quotidienne, c'est entre le quartier Médon et Soa depuis quelque temps. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon... J'ai été tellement bouleversé par les grâces qu'il m'accordait. Bon, donc on peut se dire, mais si lui il parle de grâce, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire au point d'exalter autant la grâce de Dieu? Mais vous savez, chacun a sa trajectoire, chacun sait d'où il part pour arriver où il est. C'est ici son nouveau cadre de travail. Il est en complément d'effectif au cabinet du conseiller technique du recteur. Alors, comme il n'y a pas encore de bureau pour les cadres d'appui, quand nous arrivons dans le campus, nous sommes obligés de venir nous asseoir dans le bureau de la secrétaire en attendant les instructions du patron. Donc généralement, ma chaise, c'est celle-ci. C'est toujours avec beaucoup de nostalgie. Le campus de l'université de Yaoundé 2 lui fait nostalgiquement repenser à ses années passées, là comme étudiant. Au bout de ses études universitaires, pas moins qu'un 2A en droit public international en poche. En bonus, un master 2 en sciences de l'information et de la communication obtenu en 2004. La même année, il est sélectionné en doctorat de droit international. C'est d'ailleurs ce qui lui a donné la légitimité de moniteur de travaux dirigés en droit public international entre 2014 et 2015.
Le premier jour, il est entré en salle, c'était un peu extraordinaire parce qu'il a trouvé la salle, la table un peu sale. Lui voulait justement un lotus, un mouchoir pour nettoyer. Et du coup, à base de cet exemple, il a pris une affaire en droit international qui concerne l'affaire du lotus. Avant d'arriver là, il a dû braver des études primaires et secondaires. Un CEPE obtenu à l'école publique d'Akon en 1991, un BEPC décroché au lycée classique de Bodmakat, probatoire et baccalauréat A4 obtenu au lycée des ECA. Au souvenir de la camaraderie de l'époque, un témoin, Joseph Raoul Makondo. Comme tout homme, il a des défauts. Je pense que le premier défaut, c'est qu'il est un entêté. Bon, lui, il estime qu'il se donne des principes qu'il doit à tout prix respecter. Mais à un certain moment, on peut penser qu'il doit peut-être revoir, réviser ou réformer ses principes. Mais lui, il décide de s'entêter. Cabral Libye traîne à son actif une floraison d'activités militantes, tant à l'université que dans la société civile. Homme public multidimensionnel, la vie pour lui continue en couleur malgré les tumultes. Il faut marquer chaque étape de son existence. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Cabral Libye. Alors, vous avez lancé en mai 2017 l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Alors, c'était quoi l'objectif de cette initiative lorsque vous l'avez lancée? L'objectif, c'était de ramener les citoyens camerounais dans le champ politique. Nous étions partis d'un constat, on l'a souvent rappelé, qu'à un an des élections, de 4 scrutins importants pour la vie de notre pays, c'est une année historique d'ailleurs, qu'à peine la moitié de la population en âge de voter était inscrite sur les listes électorales. Et nous nous sommes donc dit qu'il fallait faire absolument quelque chose et nous avons lancé l'opération 11 millions d'inscrits. Alors, la révision des listes électorales s'est achevée conformément à la loi le 30 août dernier. Elections Cameroun, l'organe chargé de conduire le processus électoral au Cameroun, a publié ces chiffres et l'organe révèle qu'il y a eu 403 069 nouveaux inscrits entre le 2 janvier 2017 et le 31 août. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de Elections Cameroun? Avec sérénité. Oui. Parce que figurez-vous qu'avant que l'ECAM ne publie ces chiffres, nous étions totalement satisfaits du succès éclatant qu'a connu l'opération que vous évoquez, 11 millions d'inscrits. Ben, ce n'est pas une plaisanterie, M. Tagné. Je vous rappelle que lorsque cette opération est lancée, je suis seul, tout seul. Jean-Bruno Tagné. Il n'y a personne derrière moi. J'ai aucune structure, je n'ai pas un copec pour faire ce travail. 3 mois plus tard, ça a fait 1000 fois la une et meublé les colonnes des journaux. Vous en avez parlé à maintes reprises. Ça a valu l'attention du monde entier. Oui, mais l'objectif, ce n'était pas de faire parler de l'initiative. Il s'agissait d'inscrire ou alors d'amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Excusez-moi, l'objectif, ce n'était pas de faire parler, Cabral. D'abord, vous n'êtes pas au courant de tous nos objectifs. Parce que figurez-vous que nous partons de très loin. Si les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, c'est qu'il y a une raison. Et bien avant nous, d'autres ont essayé. Cette mobilisation que vous avez observée, ces milliers de jeunes. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Allez-y. Cette année, oui. Je suis arrivé un matin à Bafoussam. Je n'avais pas fait 15 minutes dans la ville que j'ai vu une colonne d'une vingtaine de jeunes partis de Tchang. Parce qu'ils avaient vu dans les réseaux sociaux que j'arrivais dans la ville de Bamenda. Je vous raconte une autre anecdote. Oui. J'arrive dans la ville de Maroua. Je vais à un lieu où on m'avait dit qu'il y avait une mobilisation. Je trouve une trentaine de jeunes, loin en Maroua, avec des t-shirts floqués, 11 millions d'inscrits, criant dans des mégaphones, en français, en foufoulde, appelant leurs compatriotes à s'inscrire. Il arrivait des moments où je me demandais si c'est moi qui fais ça. Et je suis arrivé à la conclusion que non. En fait, c'est une flamme qui était éteinte, qui a repris vie. Cette citoyenneté qu'on croyait partie, elle était là, elle était latente. Elle attendait d'être activée par une personne crédible. Je n'ai peut-être pas la prétention de m'afficher comme telle, mais ceux qui ont écouté l'appel que j'ai lancé me le disent. Et pour les chiffres, je vois que visiblement vous y êtes très intéressé par eux. Parce que justement, c'est vous qui avez commencé par donner des chiffres. Vous espériez
inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales et à l'heure du bilan, vous n'en avez même pas inscrit 1 million. Le gap, il est très important. C'est un échec, c'est une bérésina. Non, pas du tout. D'abord, vous auriez dû ajouter bilan d'étape. Oui. Parce que les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent, M. Tanier, vous devez le savoir, le jour où le président de la République convoquera le corps électoral. Oui, mais là, ça semble un peu mal embarqué quand même. Non, il n'y avait même pas 1 million d'inscrits sur 11 millions, c'est quand même un gap extraordinaire. C'est un gap. Et si ce n'est pas un échec, je me demande ce que c'est. Je vous assure, pour vous, c'est un gap extraordinaire. Pour nous, c'est un gap insignifiant. Oui. Parce que le plus difficile a été fait. L'engouement est là, l'enthousiasme est là. J'en ai croisé des milliers. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi j'aime les anecdotes. Vous savez, je me suis coiffé avant de venir ici, j'ai l'air un peu beau certainement. Et vous savez, la confidence que m'a faite le coiffeur, il m'a dit, écoutez grand frère, ce que je vais vous dire va vous énerver, mais j'ai décidé d'aller m'inscrire hier, et puis on m'a dit que c'était fermé. On ne s'inscrivait plus. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait depuis? Il dit non, je vous avais suivi, mais en fait, je n'avais pas bien suivi la date. Mais faites-moi confiance, le 2, si ça reprend le 2, je serai le premier à m'inscrire. Alors, ils sont des millions qui attendent impatiemment le 2 janvier, Jean-Bruno Tanier, pour affluer vers les points d'inscription et les camps. La bérésina dont vous parlez, gardez bien le mot. Vous allez l'employer. Vous savez, j'ai vu un journal titré Cabral Libye échoue lamentablement. Et ça m'a tellement fait rire que j'ai filmé ça, j'ai gardé dans mon téléphone. Vous ne pouvez pas en vouloir à ce journal. Mais non, j'ai appelé le journaliste en question, qui était d'ailleurs très gentil lorsqu'il me faisait l'interview. Il ne m'avait pas dit qu'il allait titrer le contraire de ce que je lui ai dit. Mais passons. Je lui ai dit, ben, note que le jour où le président de la République convoque le corps électoral, j'espère et je veux que tu prennes l'engagement que tu titreras Cabral Libye a réussi magistralement. Est-ce que vous n'avez pas eu, comme on dit en français, les yeux un peu plus grands que l'estomac? Parce que 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, d'abord, d'où êtes-vous sorti avec ce chiffre de 11 millions? Mais je viens de vous le dire, l'Institut national de la statistique, je croyais vous l'avoir dit, mais peut-être pas, a publié. Les Camerounais en âge de voter sont entre 13 et 14 millions. Voilà le nombre de Camerounais en âge de voter. Donc le chiffre, je le prends parce que j'estime que raisonnablement, parmi les Camerounais en âge de voter, il y en a qui n'ont pas de carte nationale d'identité, et ils sont même un nombre que nous n'avons pas soupçonné, on s'en est rendu compte sur le terrain. Il y en a qui n'ont même pas d'acte de naissance, M. Jean-Bruno Tanier. On en a trouvé sur le terrain. Il y en a dont les cartes nationales d'identité sont périmées et qui font face à la nouvelle réglementation qui est pour certains un peu prohibitive ou plutôt rédhibitoire. Et il y a d'autres choses qu'on n'avait pas soupçonnées, effectivement, au moment où nous lançons l'opération, que par exemple, les kits de l'ECAM planteraient tout le temps. Et je remercie encore les équipes de l'ECAM que nous avons trouvées. On n'est pas en train de vous défausser sur l'ECAM là. Mais non, mais pas du tout. Oui. Mais j'ai été non seulement le premier à les remercier, parce que j'ai découvert qu'il y avait l'ECAM d'en haut et les camps d'en bas. Et les camps d'en bas, c'est des compatriotes comme vous et moi, qui se sont d'ailleurs fixés des objectifs chiffrés, aux côtés de qui nous avons, nous, nos équipes, et moi-même parfois, travaillé jusqu'à 22 heures tard dans la nuit, parce qu'ils voulaient que les Camerounais s'inscrivent. Ça a été quelque chose d'impressionnant. On a redécouvert les camps. Donc pour rien au monde, je pourrais me défausser sur les camps. Mais on a découvert d'autres choses qui ont pu être considérées pour nous comme des embûches. Et puis, évidemment, la désaffection est due au fait que l'appareillage électoral pour beaucoup de Camerounais est taillé sur la mesure d'un homme, sur la mesure d'un système. Et il y a l'autre élément que vous n'évoquez pas suffisamment. Monsieur Jean-Bruno Tanier, vous faites vraiment confiance à ces chiffres? Pour l'instant, on n'a pas d'autres chiffres. En l'absence des chiffres contraires, on est bien obligé de faire confiance aux chiffres qui viennent de l'organisme qui est en charge d'inscrire les gens sur les listes électorales. Est-ce que vous avez d'autres chiffres que vous pourrez nous brandir pour prouver le contraire? Le journaliste perspicace que vous êtes, et vous n'avez pas cessé de l'être seulement à l'occasion de cet échange, a certainement dû remarquer que le tableau publié par l'ECAM ne fait pas mention des inscriptions de la diaspora. Ça veut dire qu'à défaut d'être faux, ces chiffres sont au moins incomplets. On est d'accord? Allez-y, poursuivez. On est d'accord ou pas? Je ne sais pas être d'accord avec vous. Sous réserve de la vérification. Les chiffres de la diaspora vont peut-être venir, mais vous pensez bien que les chiffres de la diaspora ne vont pas venir renverser la tendance. Ah, écoutez, attention.
Si déjà les chiffres de la diaspora sont attendus, savez-vous combien de chiffres de quelques parties du Cameroun qui sont attendus? Est-ce que vous serez en train de soupçonner Elecam d'avoir manipulé les chiffres? Et ce serait dans quel intérêt? Écoutez, parce que j'ai l'impression que vous commencez déjà à chercher un bouc émissaire, vous vous défaussez visiblement sur Elecam. Je ne soupçonne Elecam de rien. Je fais un constat que l'intelligence que nous avons en partage vous permet de faire. Je vous dis que les chiffres sont incomplets, je vous donne un élément scientifiquement soutenable. On est d'accord là-dessus, M. Tagné, même si vous ne dites pas oui. Les chiffres on est d'accord. Ça veut dire que les chiffres sont incomplets. Donc, la prudence commanderait qu'on ne s'exprime pas de façon aussi péremptoire que vous le faites sur des chiffres qui sont incomplets. Attendez qu'ils le soient. Mais, en tout état de cause, M. Jean-Bruno Tagné, nous n'avons pas l'intention de nous défausser. Nous allons travailler aux côtés de l'ECAM dès le 2 janvier 2018. Mais je voudrais quand même vous dire aussi, et j'espérais que vous me poseriez la question. L'émission n'est pas terminée, écoutez, il y a des questions qui arrivent. Cette campagne, M. Jean-Bruno Tagné, pourquoi a-t-elle fait l'objet d'autant d'attaques, d'autant de désinformation? Est-ce que vous vous rendez compte que les commissions d'inscription prévues par le code électoral, on ne l'imaginait pas quand on lançait cette opération, était complètement, au moins à 90% sur toute l'étendue du territoire, déserté par les partis politiques. Ça veut dire que la question de l'inscription sur les listes électorales n'intéresse pas grand monde. Mais pourtant, ils veulent aller aux élections. Ils appellent même pour certains à la révision du code électoral, comme si c'était la voie royale. Alors là, je vous arrête tout de suite. Beaucoup de partis politiques ont appelé les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. On n'a pas attendu Cabral Libye pour le faire, je suis désolé. Le SDF, le MRC, le CPP de Kawala, sauf qu'à la différence de votre initiative, ils pointaient également les dysfonctionnements liés au processus électoral. Et ça, on y reviendra. Mais je tenais quand même à rappeler que c'est un travail que certains partis politiques ont commencé à faire, ainsi que d'autres leaders de la société civile. Ok, vous faites un bon défenseur. Peut-être avec moins de communication que vous, peut-être. Vous faites un bon défenseur de ces partis politiques-là. J'essaie de rétablir la vérité. Oui, mais faites attention à ce que vous dites. Parce que moi, je reviens du terrain, M. Jean-Bruno Tagné. Vous savez, avant, j'étais comme beaucoup d'entre eux, seulement sur les plateaux, comme celui-ci. Depuis 3 mois, moi, je suis sur le terrain. Et je vous dis que les commissions d'inscription, où on attend des partis politiques. Je vous rappelle que l'opération dont vous parlez date de 3 mois. Vous l'avez dit. La toute première opération de terrain a eu lieu un 27 mai. C'était au quartier Ange Raphaël, à Douala 5. C'est 3 mois. Il y en a qui sont là depuis une éternité. Ils ne sont pas dans les commissions d'inscription. Alors justement, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'illusoire ou même de fantasmatique dans votre initiative? 11 millions d'inscrits. Alors, je rappelle, j'ai donné quelques chiffres en introduisant cette émission. Lors des législatives et municipales du 30 septembre 2013, on avait environ 5 millions de Camerounais sur les listes électorales. 3 ans plus tard, les chiffres de Elecam, c'est 6 millions 157 317 personnes inscrites sur les listes électorales. Alors, comment avez-vous pensé que vous pourriez réussir à faire inscrire le double de ce chiffre-là entre mai et octobre? Mais par une Ou alors jusqu'à la convocation du corps électoral? Par une méthode toute simple, et c'est d'ailleurs celle qui a permis que vous ayez le chiffre dont vous parlez. Parce que figurez-vous, M. Jean-Bruno Tagné, s'il n'y avait pas eu cette initiative, que des millions de jeunes, on n'aurait même pas eu la moitié que les millions de jeunes Camerounais ont porté. Et je pense que nous devons leur exprimer ici, et je le fais, nos remerciements, notre gratitude. Parce qu'il y a une nouvelle armée de patriotes dans ce pays. Il y a une nouvelle armée de citoyens dans ce pays qui se recrutent dans toutes les strates de la société, qui ont fait un travail en 3 mois extraordinaire, sacrifiant leurs petites économies pour fabriquer des t-shirts, faisant du porte-à-porte dans les quartiers sous la pluie, parfois tard dans la nuit, travaillant parfois, je l'ai dit, sous la pluie, sous le soleil, tôt le matin. Ces jeunes Camerounais méritent du respect. Ils se sont montrés capables de faire ce que ceux qui passent le temps à leur donner des leçons ne font pas. Et d'ailleurs, vous me dites, et vous citez certains partis politiques, je suis d'accord avec vous, et qui se préparent à aller aux élections. Ils ne sont pas présents dans les commissions d'inscription, des listes d'inscription. Et en plus, ils écument radio et télé, disant que ça ne sert à rien de s'inscrire. C'est d'ailleurs extraordinaire. J'ai croisé des élus, c'est-à-dire des personnes élues de ces partis politiques que vous avez cités, qui s'asseyent sur des plateaux de télévision, qui se préparent d'ailleurs à nouveau à être élus, et qui disent que ça ne sert à rien de s'inscrire. C'est à se demander pourquoi ils veulent être élus. Et d'ailleurs, vous savez, ils sont allés très loin.
Ils m'ont traité d'idiot, de tous les jeunes qui me suivent. Revenons à l'opération. Apparemment, ça vous dérange que je précise que... Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles l'opération n'a pas marché. Figurez-vous, qu'on m'a fait passer pour un pion du régime. Vous avez suivi ça certainement. On en parlera. Ah, ok. On en parlera. Parce que, figurez-vous que si vous êtes dans un pays où beaucoup de citoyens refusent de s'inscrire parce qu'ils estiment que l'opération est taillée, que l'appareillage électoral est taillé sur mesure, lorsqu'un citoyen s'engage à leur parler, à les convaincre qu'il n'y a pas un autre moyen d'obtenir le changement. Et il y a ceux qui prétendent aussi vouloir le changement, qui diabolisent celui qui l'a fait. C'est simplement par jalousie. Et je dois avouer, je fais ici l'aveu, que je ne savais pas que dans un pays comme le nôtre, le champ politique aussi étriqué que celui de l'opposition était aussi gouverné par la jalousie. C'est quand même incroyable. Alors, est-ce que vous n'avez pas volontairement vendu du vent à vos bailleurs avec une opération aussi irréaliste? D'ailleurs, qui finance l'opération 11 millions d'inscrits? Parce qu'on vous a vu faire le tour du Cameroun, vous avez même fait un tour hors du Cameroun, aux États-Unis notamment, et d'autres voyages sont prévus. Alors, qui finance cette opération? Alors, j'ai aimé l'opération, vendre du vent aux bailleurs. Oui. Je vous assure... Les bailleurs, c'est ceux qui ont financé l'initiative. Alors, ces bailleurs, ils ont acheté ce vent avec joie. Et à aucun moment, ils ne regrettent l'achat, la dépense qu'ils ont faite. Vous savez qui sont ces bailleurs? Et je réponds à votre question. Allez-y. C'est exactement ces jeunes que vous avez vus sur le terrain. Les t-shirts. De quelle manière? Ben, ils cotisaient leurs maigres économies. Vous savez, le travail qui se faisait sur le terrain était simple. Il fallait travailler avec l'ECAM, convenir d'un lieu où les inscriptions se feraient. Des jours à l'avance, nos équipes, partout dans le Cameroun, ils allaient dans la localité en question, ils sensibilisaient les populations. Vous savez, pour aller sensibiliser les populations dans les quartiers, ils le faisaient avec leurs deux pieds. Pour parler à ces personnes-là, c'était avec leur bouche. Et ils cotisaient 500, 1000 francs, 2000 pour louer une tente, là où l'ECAM n'avait pas de tente. Et d'ailleurs, ils allaient parfois jusqu'à acheter des sandwichs au personnel de l'ECAM. Voilà les bailleurs. Les bailleurs de cette opération, ce sont les jeunes Camerounais, ce sont les mototaximens, ce sont des jeunes médecins, des jeunes professeurs de lycée, de jeunes avocats, de jeunes cadres d'entreprise, de jeunes banquiers. Voilà les bailleurs. Mais ça, je comprends que personne d'autre n'ait réussi à le faire avant moi. Et que ça étonne, c'est tout à fait normal. C'est un phénomène nouveau de voir les Camerounais se mobiliser subitement, prendre leurs économies, les investir simplement parce que quelqu'un d'ordinaire leur a demandé de le faire. Parfois, je ne leur ai rien demandé. J'étais le premier à être surpris par cela. Monsieur Tagné, l'histoire retiendra cela. Et je vous assure, d'ailleurs, ça a commencé. Il y a un jeune de l'INJS qui a fait ses travaux là-dessus. Je rencontre maintenant tous les jours des jeunes politologues qui veulent comprendre. Certainement dans leurs travaux, je vous sais bon lecteur, vous les lirez et vous aurez la réponse à votre question. Est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut de stratégie de votre part dans la conduite de votre opération? Parce qu'on vous a vu vous offrir des bains de foule un peu partout au Cameroun avec des mototaximens, des vendeurs à la sauvette et beaucoup d'autres personnes, comme si vous étiez devenu, je ne sais pas moi, John Frundi des années 90, au lieu de faire ce pourquoi vous avez, ou alors ce que vous avez vendu aux Camerounais, c'est-à-dire amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que faire foule derrière vous ne signifie pas forcément que les gens vont là où il faut s'inscrire. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de stratégie de votre part? Alors, vous voyez le bond en arrière que vous venez de faire pour trouver un homme politique qui a connu une situation analogue à celle-là. Eh bien, vous êtes incapable d'en trouver dans les 30 ans qui nous séparent de ce John Frundi. Vous avez parlé, en fait, l'écart c'est 30 ans. Et vous avez raison de faire ce bond en arrière, parce que vous ne pourriez pas vous arrêter 10 ans ou 20. Non, c'est 30 ans, effectivement. Vous avez raison. Écoutez, les bains de foule dont vous parlez, M. Tagné, je me les suis offert généreusement et heureusement. Je n'en avais rien demandé. Vous savez, je connais des hommes politiques qui paieraient toute leur fortune pour avoir un bain de foule de 20 personnes. Sauf que ce n'est pas ça que vous avez vendu au Cameroun. Vous avez vendu l'inscription ou alors l'idée d'amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. C'est ça qu'on attendait et non les bains de foule. Et je vous dis qu'ils sont des milliers à s'être inscrits sur les listes électorales. Attendons que l'ECAM nous donne un jour des chiffres réels. Ou alors attendez que nous, on vous donne les chiffres réels. Est-ce que vous ne surestimez pas en réalité votre capacité de mobilisation, Cabral Libye? D'accord,
vous avez des milliers de followers sur Facebook, mais là c'est une... Un peu plus de 130 000. Voilà, ça c'est une popularité... Pour ne parler que du groupe Cabral, Libye et Foussière. C'est une popularité 2.0 qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y a une autre vie, celle-là plus réelle dans la société, dans une société qui est dépolitisée. Les gens ne croient plus en la politique. Est-ce que vous n'avez pas surestimé votre capacité réelle de mobilisation? J'avoue sincèrement que j'ai du mal à vous suivre. Vous dites que j'ai une popularité virtuelle, vous comptez le nombre de followers, oui. Mais quelques secondes avant, vous-même vous parliez de la popularité de rue avec des bains de foule, au point que vous m'avez comparé à John Foudi. Quand on parle de petits bains de foule, allez-y, répondez à cette question. Est-ce que, laissons John Foudi tranquille. Non, il n'avait pas de petits bains de foule. Oui, est-ce que... C'était de grands bains de foule, John Foudi. Rendez-lui ça, faites justice. Oui, on est bien d'accord. Est-ce que vous n'avez pas surestimé votre popularité? Mais absolument pas. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, 130 000 followers, c'est magnifique, mais dans la réalité, c'est autre chose. Vous avez fait face à la vraie réalité du terrain politique, c'est-à-dire une société qui est dépolitisée, des jeunes qui ne croient plus en la politique, qui ne voient pas l'intérêt d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, c'est ce que vous auriez dû renverser. Monsieur Tagné, oui. Si nous n'avions pas de rapport sympathique dans une autre vie, j'aurais convoqué pour vous un proverbe chinois. Oui. Je ne vais pas le faire. Parce que je n'ai jamais lancé une opération de démonstration de popularité. J'ai lancé une opération d'inscription sur les listes électorales, demandant aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et vous avez vous-même fait la précision que je ne suis pas le premier à le faire. La question que vous devez vous poser, pourquoi quand c'est Cabral Libye qui lance cette opération, ça a autant de retentissement? Vous avez lancé avec des chiffres. Vous l'avez lancé avec un grand renfort de publicité, de tapage médiatique et tout. Il est tout à fait normal aujourd'hui qu'on en fasse un peu le bilan. C'est pour ça que vous avez été invité ici, Cabral Libye. Mais là encore, je me demande où vous tirez toutes ces informations. J'ai jamais fait de tapage médiatique. Vous m'avez croisé sur... L'opération 11 millions, vous êtes le responsable. Tout le monde en parle. Vous avez fait des c'est pas parce que tout le monde parle d'une chose que moi j'ai fait un tapage médiatique. C'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi justement tout le monde en parle alors que je n'ai pas demandé aux gens de parler? J'ai demandé aux gens de s'inscrire. Vous êtes le responsable de Canal 2 International. Suis-je venu un jour vous demander de m'accorder une faveur pour que je passe ce message? Suis-je venu ici acheter une plage publicitaire, un espace publicitaire? Non, il me semble. En revanche, Canal 2 International a relayé parce qu'il y a eu un phénomène social. Et sur ce point, vous avez été professionnel. Vous avez observé un phénomène social d'envergure, un phénomène social qui avait du retentissement. Ça a intéressé toutes les couches de la société, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État. On a commis des agents de renseignement qui sont allés à soi, fouiller mes notes, fouiller ma carrière, chercher tout ce qu'il y a de noirci quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je me suis étonné, mais... parce que j'ai lancé une opération citoyenne, et là, je ne compte pas ceux qui se sont érigés en barrière contre cette opération. Ils sont allés fouiller toutes les poubelles de leur vie, ils sont allés se renseigner vers tous les bonimenteurs qui existent dans la République pour me coller des âneries, simplement pour que ça ne marche pas. La vraie question, c'est pourquoi il y a eu autant de retentissement et pourquoi ça suscite autant de peur. Alors justement, le reproche... de la part d'ailleurs de ceux qui en sont des bénéficiaires in fine. Alors parmi les reproches qui ont été formulés contre vous, c'est que vous donnez le sentiment qu'une alternance par les urnes est très possible au Cameroun, ce à quoi beaucoup ne croient pas, pensent que vous auriez... en même temps que vous mettiez votre énergie à amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales, militez également pour qu'on ait un code électoral ou alors des lois électorales et un processus électoral qui soit plus consensuel, ce qui ne semble pas être le cas en ce moment. D'où la critique qui a été formulée par un certain nombre de personnalités. Ok, je vais répondre à votre question. Allez-y. D'abord, Monsieur Tagné, souvent, les hommes ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont les choses. Ils les voient tels qu'ils sont conditionnés à les voir. C'est-à-dire? Le conditionnement politique au Cameroun a construit le mythe de l'invincibilité d'un homme, le mythe de l'invincibilité d'un système. Ce n'est qu'un mythe. Ça ne veut rien dire. Le président Biya peut être battu aux élections. Le système gouvernant camerounais peut être battu aux élections. D'ailleurs, il se pourrait que dans un an, ce soit le cas. Et ce sera par les urnes, M. Jean-Bruno Tagné. Vous savez, en Gambie, on disait à peu près la même chose jusqu'à ce que ça arrive. Eh bien,
eh bien, dans d'autres pays. Ce sera le cas. Parce que les citoyens qui me regardent, vous devez comprendre, chers compatriotes, que si jusqu'ici, les choses paraissent impossibles, c'est parce que vous les avez abandonnées. Mais si vous vous inscrivez massivement sur des listes électorales, vous votez massivement, vous surveillez massivement, le changement, pour ceux qui souhaitent le changement, arrivera. Le statu quo, pour ceux qui le souhaitent, arrivera. Mais j'en viens à la question, le statu quo demeurera. J'en viens à la question de la révision du code électoral. Est-ce que le code électoral actuel, à votre avis, il est bon? Mais évidemment qu'il est mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon équipe... Peut-on donc gagner des élections? Peut-on gagner Vous des parlez élections? plus que moi, Jean. Mais non, je pose des questions. C'est moi l'invité. Est-ce qu'on peut espérer avoir des élections claires et transparentes avec une telle loi électorale? Mais évidemment que l'appareillage électoral, je l'ai dit, j'aime bien employer ce terme, est vicié. C'est pour ça que je m'apprêtais à vous dire que dans les semaines qui viennent, dans le cadre de production, nous avons dans notre équipe un pool qui fait ce travail. Nous allons proposer un projet de révision du code électoral. Nous allons le faire dans les semaines qui viennent. Nous, on va le faire. Pourquoi nous, on va le faire? Parce que nous ne nous contentons pas de pérorer. D'ailleurs, je me rends compte que beaucoup de ceux qui nous combattent aujourd'hui sont aussi amnésiques. Ils oublient que je fais partie de ceux qui, depuis 2012, ont mis en relief les insuffisances de ce code électoral. J'ai publié dans des journaux, j'ai même publié des articles scientifiques à cet effet dans des ouvrages collectifs. Eux, ils ne l'ont pas fait, se sont contentés de bavarder. Mais ça, c'est une chose. Je suis d'accord qu'il faut réviser le code électoral. Je rappelle que c'est un combat du SDF depuis longtemps, qui a toujours appelé à la modification du code électoral. Alors, on doit la vérité de rappeler cela. Puisque vous avez pris le cas du SDF, je suis absolument d'accord avec vous. D'abord, je suis tellement respectueux du travail qui a été fait par d'autres que je reconnais que le code électoral d'avril 2012, révisé le 23 décembre de la même année, c'est le fruit d'un combat collectif. Parti d'opposition, société civile. Mais vous ne m'avez pas forcé à le faire. C'est vous dire que moi je suis un homme de bonne foi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, arrêtons-nous sur le cas du SDF. Effectivement, c'est un parti, il me semble, pas qu'il me semble, qui est représenté à l'Assemblée nationale. Le code électoral dont vous parlez, M. Tagny, c'est une loi. Vous savez comment on révise les lois? Bien sûr. Soit il y a un projet de loi, c'est-à-dire qui émane du gouvernement, soit une proposition de loi qui émane de l'opposition. Je sais que vous êtes un journaliste, investigateur de haut niveau. Vous avez dans vos recherches une mouture d'une proposition de loi émanant du SDF, qu'on a essayé d'introduire une première fois n'est pas passé, qu'on a essayé d'introduire une deuxième fois n'est pas passé, et qui a échappé à l'examen de plein droit, comme le dit la Constitution, parce que je vous rappelle. Ce travail a été fait. Donc vous allez me donner cette mouture lorsqu'on sort d'ici. Je vous la donnerai. Eh bien, c'est une promesse faite devant les téléspectateurs, parce que moi, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un travail, qu'il n'y a pas un travail qui a été fait. Je dis simplement que si les partis d'opposition étaient si préoccupés par cette question, M. Jean-Bruno Tagny, ils auraient par exemple déjà déserté le palais des Verts d'Ongouaïkele. Parce qu'il me semble que c'est une question déterminante quand on va vers les élections. Absolument. Ils auraient dû, tout au moins de concert, dire au régime en place, eh bien, s'il n'y a pas révision du code électoral, nous, on ne siège plus à l'Assemblée. Ils auraient donc dû abandonner là-bas le RDPC et son ou ses partis alliés, que ça aurait eu un retentissement particulier. De la part de l'opposition à ce mot, il sort de votre bouche, que cela soit bien dit. Moi, je n'aime pas traiter des gens que je respecte de faibles. Je dis simplement qu'on aurait pu faire mieux. Et si moi, j'étais à l'opposition, et figurez-vous que nous irons aux élections législatives notamment, comme à la présidentielle et aux autres, lorsque nous y serons, vous verrez comment on fait de la politique. Vous savez, il y en a qui disent qu'ils font la politique autrement, et nous sommes totalement respectueux de cela. Mais nous pensons qu'il faut simplement faire la politique comme il faut. Alors, depuis un certain temps, depuis que vous avez lancé effectivement cette opération de 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, vous êtes sous les feux des projecteurs, et il y a également un certain nombre de critiques qui ont été formulées contre vous, et même des dénonciations. On a entendu par exemple un certain Linjombou, un autre également qui s'appelle Alain Gono, qui tous deux sont des anciens leaders de l'ADEC, l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, et ils vous accusent clairement d'avoir été un indique à l'université. Que répondez-vous à cela? D'abord, avant eux, il y en a qui m'ont accusé d'être un violeur, d'autres que j'ai violé les filles à l'université, d'autres qui ont dit que j'achetais les notes à l'université. Vous les avez lus aussi.
Celle-là, je préfère les laisser parce que je préfère ce qui a été publié dans les journaux. Je parle sur la base de tribunes. Ça aussi, ça a été publié dans les journaux. Je parle sur la base de tribunes qui ont été publiées dans Le Jour et Mutation. Linjomboou et Alain Gonon qui ont tout à fait assumé leurs propos et ce sont des anciens leaders de l'ADEC. Alors, une fois qu'ils ont affirmé cela, ont-ils sous-tendu cela, puisque j'ai lu les tribunes? Je vous pose juste une question espiègle. Comment avez-vous réagi quand ils ont publié J'ai réagi exactement comme je réagis à toutes les autres sottises qu'on dit de moi. J'ai jamais été indique de quoi que ce soit. J'ai jamais été membre de l'ADEC. On ne peut pas être l'indique d'une chose à laquelle on n'appartient pas. Ça n'existe pas. J'ai jamais été à Yaoundé 1. Je suis étudiant de l'université de Yaoundé 2. Je vais vous dire, j'ai lu la tribune en question. Et j'ai suivi j'ai lu M. Lidjombowo, d'ailleurs, qui ne se rappelait pas de mon nom et qui ne se rappelait même pas de m'avoir vu. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il se passe qu'un jour de 2004, alors que moi, je suis le leader du Forum national des jeunes, j'en suis le porte-parole, nous nous retrouvons dans une émission présentée par M. Roger Kiek de Kiki. Ça s'appelait Electorat. À cette émission, j'y étais, Joseph Raoul Makondo, Paul Abouna, qui est enseignant d'anthropologie maintenant pour le compte du FONAJEUNE. Il y avait M. Nkomoya, pour le compte de la Presby. Monsieur Mouanou Vincent, je donne des noms. Monsieur Mouanou Vincent qui est SP du ministre délégué au MINAT actuellement, qui représentait la JDR. Il y avait le représentant de la Jachabi. Et il y avait monsieur Linjombowo, curieusement. Et vous savez pourquoi il y avait eu cette émission? Parce que nous, à l'époque, en avril 2004, on avait publié 1000 signatures d'étudiants appelant à la non-élection de Paul Biya. Vous savez, j'ai commencé il y a longtemps. Et lui, il était ce jour-là. Il se disait, se désolidariser complètement de nous, parce que nous, on faisait des revendications estudiantines, même matinées de politique. Lui, il restait uniquement dans les campus. Ce que nous avons totalement respecté. Sauf qu'en ce moment-là, il ne pouvait pas sortir des campus. Le recteur Tabi Manga était recteur à Yaoundé 1. Et il leur avait... Non, à l'époque. Il était à Yaoundé 1. En 2004, lorsqu'il y a la grève, c'est Sami Beban Chumbo qui est recteur de l'université de Yaoundé 1. Tabi Manga, il était à Yaoundé 2. Non, je vais vous aider. La grève dont vous parlez, c'est 2005. 2004. Oh là là. Avril 2004. C'est très compliqué. Allez-y. C'est 2005. Avril 2004. La grève... Celle dont moi je parle, la grève de l'ADEC, la toute première, c'est avril 2004, avec Linjomboou, Mwafonjongtu et tous les autres. Non, vous parlez de la grève de la faim. La grève de la faim est déclenchée après le forum de Tchang. J'y étais. Le forum des étudiants, non, c'est 2005. Souffrez. On va faire la vérification après. Mais ce que je vous dis, en revanche, c'est que Linjombowo est effectivement l'un des créateurs de l'ADEC en 2004. Sauf qu'en 2004, on ne parle pas beaucoup de l'ADEC parce que Linjombowo est le coordonnateur de la MUSEC à Yaoundé 1, qui a remplacé M. Leka Essomba, que vous connaissez, qui est enseignant de sociologie, qui lui était devenu coordonnateur national de la MUSEC, en remplacement de M. Evele Karkou, qui est aujourd'hui magistrat de 3e ou 4e grade. Non, mais moi je vous donne des éléments. Je vous donne des éléments qui permettent de comprendre. Monsieur Linjombowo gère donc le centre multimédia que le recteur Tabi avait équipé d'un parc impressionnant d'ordinateurs et il gère la boutique de l'étudiant. En ce moment-là, il ne veut pas sortir des campus. Un an plus tard, ce centre a fait faillite, je ne sais pas comment, la boutique aussi. D'ailleurs, entre eux, ils se sont fait la guerre. Certains d'entre eux ont acheté de gros cadenas pour aller fermer. L'un d'entre eux, vous le connaissez, M. Okala Ebode, qui est aujourd'hui secrétaire national d'un parti politique d'opposition. Sauf qu'un an plus tard, comme la MUSEC a été tuée au forum de Tchang, beaucoup se recyclent et deviennent de grands leaders d'étudiants. Et en ce moment-là, ils ne restent plus dans les campus, ils veulent sortir des campus. Et nous, on leur dit, vous êtes libres de sortir des campus, mais ne venez pas à Yaoundé 2. Nous, à Yaoundé 2, on a créé le comité de défense des intérêts des étudiants de l'université de Yaoundé 2. Alors, et ça, c'est justement, on est dans un échange Cabral-Libi. C'est pour ça que je l'étais. C'est justement le reproche qui vous est fait, c'est-à-dire que vous étiez, j'utilise les mots de ceux qui vous accusent, stipendié par des autorités de l'université de Yaoundé 2 pour essayer de casser l'entrée de l'ADEC à l'université de Yaoundé, effectivement, qui était épargnée par la grève qui avait paralysé pratiquement toutes les universités du Cameroun. Non, l'ADEC s'est cassée toute seule. D'abord, on est d'accord que j'ai jamais été membre de l'ADEC. Non, personne n'a dit que vous étiez membre de l'ADEC. On est également d'accord que même si je suis stipendié par les autorités de Yaoundé 2, dans cette hypothèse-là, ça ne fait pas de moi un indique.
À partir de quel moment... Est-ce qu'on est d'accord? Continuons. Mais c'est difficile. Quand est-ce que... Je ne suis pas là pour être d'accord avec vous, je regrette. C'est un peu compliqué. Quand est-ce que vous avez été recruté à l'université? En 2009. En 2009. Tout récemment. Oui. On parle des affaires de 2004-2005, je suis recruté bien des années plus tard. Oui. Ça, c'est d'un. Oui. Et de deux, lorsque l'ADEC veut venir à Yaoundé 2, oui, je l'assume. Nous leur disons il y a un an, lorsque nous avons souhaité solidairement agir, vous avez dit que vous restez dans les campus. Donc vous savez, restez dans votre campus. Nous, à Yaoundé 2, oui, on veut donc vous montrer comment on fait de la grève estudiantine. Je vous rappelle que de tous les mouvements d'étudiants qui ont existé, vous savez quel est le mouvement qui a obtenu, qui a proposé ce qu'il y a aujourd'hui, le compte d'affectation à l'enseignement supérieur, c'est nous. Vous savez quelle est l'université qui a obtenu la première, le paiement de des droits universitaires en 2 tranches, c'est nous. Vous savez qui a été la première université à avoir le resto à 100 francs, c'est nous. Vous savez qui est la première université à avoir supprimé les frais médicaux, c'est nous. Vous savez quelle est la première université qui a rédigé la première mouture des droits et devoirs de l'étudiant camerounais, c'est nous. Alors, vous assumez... C'est ça qui fait de nous des indiques? Oui. Alors, vous assumez avoir empêché l'entrée de l'ADEC à l'université de Yaoundé 2. Je vais vous raconter cette séquence. Il se passe qu'effectivement, un jour, directe. Mais je vous réponds. Oui. Monsieur Lindion et certains de ses camarades de Yaoundé 1 décident donc d'arriver à Yaoundé 2. Ils viennent d'ailleurs avec un mégaphone et se placent à l'entrée du campus, commencent donc à sensibiliser, à prêcher. Oui. Après, ils entrent, tant qu'ils le faisaient à l'entrée, ça ne dérangeait personne. Oui. Ils sont entrés dans le campus. Je vais vous dire qui a porté Lindion et là j'étais dehors. C'était un étudiant. Il s'appelait Evengue Antoine. Oui. Il était jusqu'à il y a peu encore conseiller technique à la Campost. Oui. C'est lui qui l'a mis dehors. Ça a d'ailleurs fait tellement de bruit qu'on nous a appelés, nous leaders d'étudiants. Nous sommes venus apaiser nos camarades et nous avons dirigé les responsables de l'ADEC dans le bureau du recteur qui souhaitait les rencontrer. Oui. Ils y sont allés, personne ne les a forcés à y aller. Et je me rappelle du propos tenu par M. Lindion. Il dit, monsieur le recteur, nous sommes énervés parce que nous avons été traités comme des pestiférés par nos camarades de Yaoundé 2. Et je prends la parole ce jour pour lui dire, monsieur Lindion, quand vous arrivez dans un campus, vous nous connaissez, la moindre des choses, c'est de prendre la tâche avec ceux qui sont là. Mais si vous ne voulez pas, vous courez le risque, parce que vous venez prêcher en réalité dans un désert pour vous. Les étudiants qui sont ici n'ont pas les mêmes problèmes que les vôtres. Ouais. Chez vous, le recteur de Banchumbo refuse que vous payiez 25 000. Ici, il n'y a pas ce problème. Ici, les amphis sont équipés de micros. Ici, les clubs culturels sont financés, ainsi de suite. Allez-y. Et ils sont sortis. Ils ont d'ailleurs trouvé quelques représentants. Je peux vous citer un nom. Mademoiselle Ndé Denise, qui, soit dit en passant, le regrette un peu aujourd'hui, mais elle est devenue professeure de lycée. Donc, de toute façon... Et donc, vous avez cassé la grève de l'ADEC. Mais je vous dis qu'on n'a rien cassé. La grève... Je vous propose... Il n'y avait pas de grève de l'ADEC à Yaoundé 2. On n'a rien cassé. Ils ont été incapables. Parce que justement, vous avez empêché que les leaders de l'ADEC entrent à l'université. Mais je vous dis qui a jeté l'un d'entre eux dehors, j'étais pas là. D'ailleurs, vous me trouvez suffisamment musclé pour jeter quelqu'un dehors. Je vous propose, Cabral Libye, de regarder cette interview que j'ai réalisée cet après-midi avec quelqu'un que vous connaissez très bien, vous l'avez connu dans une autre vie. Il s'appelle Pierre Mila Assouté. Vous avez été militant de son parti. Tiens, la fameuse pétition dont vous parliez tout à l'heure, je pense que c'était avec lui. Nous avons réalisé une interview avec lui. Il vit aujourd'hui en France et il a bien voulu dire un mot sur l'opération 11 millions d'inscrits ainsi que sur votre personnalité, le Cabral qu'il a connu il y a quelques années. Je vous propose de regarder et on revient juste derrière. L'opération 11 millions initiée par mon fils politique d'alors, Cabral Libye, n'a de sens qu'en dictature. Il s'agit en réalité d'un acte banal en démocratie qui est dévolu aux partis politiques, aux associations. Et je crois que traditionnellement, depuis qu'on parle de démocratie ou de démocratisation au Cameroun, l'ensemble des partis politiques et de la société civile ne font que cet acte-là. Le problème, c'est l'issue de ces manœuvres qui sont en réalité de l'illusion qu'on vend, on fait semblant d'inscrire les gens, et le chiffre 11 millions à lui-même, je ne sais pas d'où il est tiré, mais on aurait cru qu'il s'agit de 11 millions de martiens. Donc l'issue de ces manœuvres-là consiste à vendre de l'illusion, à créer des fantasmes dans les têtes des naïfs
Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'opération 11 millions. Dire qu'il faut avoir 11 millions d'électeurs, d'inscrits pour aller à une élection et pouvoir la gagner, c'est aussi un autre fantasme. Il s'agit de ce qu'on appelle l'intelligence politique complexe qui est vendue aux naïfs. On vous vend l'illusion qui se confond avec la réalité. C'est pour cette raison que ça ne surprend que ceux qui peuvent être surpris. Nous l'avions dit au départ, nous savions que ça ne mènerait nulle part. Donc en réalité, ce n'est pas un acte héroïque de demander à ses concitoyens de venir s'inscrire. Je crois que d'ailleurs à côté de Cabral Libye, certains partis politiques comme le MRC de M. Kamto, le ST de M. Frundi, le RDPC lui-même appelle depuis toujours les Camerounais à s'inscrire. Non, je crois que le problème est ailleurs et que mon fils politique d'alors, Cabral Libye, se trompe lourdement. Bien sûr qu'il pose un acte citoyen, mais nous savons que c'est un acte citoyen qui sert les intérêts de celui qui organise des inscriptions fictives sur les listes fictives. Ceux à qui on a vendu le rêve des inscriptions sont déçus. Mais ils le seront encore plus au soir du résultat de l'élection qu'on veut transparente à partir de ces chiffres. Je crois que c'est une erreur de jugement. Le problème de notre démocratie et notamment de la transparence électorale dans notre pays, le Cameroun, porte sur les réformes électorales prioritaires. Cabral Libye a été militant de mon parti politique. Je crois qu'il ne le nie pas d'ailleurs lui-même. Et s'il le niait, ça m'étonnerait. Maintenant, qu'est-ce que je pense de lui? Ce que je pense de lui aujourd'hui, c'est qu'il donne l'impression de s'émanciper, ce qui est une très bonne chose politiquement. Mais seulement, je n'ai pas envie de dire davantage ce que je pensais de lui quand je l'ai connu il y a 25 ans. Il y a 12 ans, il devait avoir 25 ans ou 26 ans à cette époque-là. Il a grandi entre-temps. Je crois qu'il a rencontré pas mal de choses sur son chemin entre-temps. Il a fait des choses que lui et moi on sait entre-temps, sur lesquelles je ne veux pas revenir. Je laisse un certain nombre de... Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Cabral Libye. C'était donc Pierre Mila Assouté, le président du RDMC, ancien leader du courant des modernistes du RDPC que vous avez bien connu. Une réaction rapide à ce que vous venez d'entendre? Alors, je le vois pour la première fois en mouvement, oui. Depuis 13 ans. Parce qu'il nous a abandonnés effectivement un jour de 2004, prétendant qu'on voulait l'assassiner, et depuis il n'est pas revenu. Il n'a plus jamais fait signe de vie. Et pour son fils, comme il dit que je suis, c'est quand même un peu difficile de vivre une séparation aussi brutale et aussi longue. Un père qui abandonne ses enfants, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais en même temps, tout comme je sais comment on appelle, quand un fils tue le père, c'est le parricide. Oui. Quand un père tue le fils, je crois, c'est l'infanticide. Et du coup, vous savez, les 13 années de bons souvenirs que j'avais de cet homme courageux, éloquent, fin politicien, aux côtés de qui j'ai eu le bonheur de faire mes premiers pas politiques, tous ces bons souvenirs viennent de perdre de leur force. Je vais certainement débarrasser ma mémoire de cela. C'est tout ce que je peux faire comme commentaire, c'est-à-dire, bon, il dit que j'ai fait des choses que lui et moi nous connaissons. Je vous dis qu'on ne sait pas parler, ni par écrit, ni par téléphone depuis 13 ans. Il parle de l'époque où vous étiez encore ensemble. Non, il dit qu'entre-temps, j'ai croisé des choses et fait des choses que lui et moi nous connaissons. J'ignore lesquelles. Écoutez, le seul souvenir que j'ai le plus récent de lui, c'est que c'était un homme courageux qui a eu qui a su mobiliser au sein du RDPC, dans le courant des modernistes. Il a démissionné du RDPC, ce que beaucoup ont pu faire. Il a voulu être candidat. Et je peux vous garantir que je sais comment ça s'est passé parce que c'est nous qui avons déposé sa candidature. Et nous savons que la pièce qu'on avait retirée de son dossier, c'était l'engagement sur l'honneur, qui est la pièce la plus banale qu'on puisse mettre dans un dossier de candidature. Ça nous avait beaucoup fait mal à l'époque et on avait ensemble partagé cette tristesse. Et puis il est parti. Donc, écoutez, hélas, bon, comme il a dit lui-même, j'ai grandi, je me suis émancipé. Et du coup, il est tellement loin qu'il ne peut plus comprendre ce que je fais. C'est la rupture entre vos sortants? Non, non, oui. Pas de rupture. Il est parti, il s'en est allé. Oui. Et aujourd'hui, il fait de bons développements. Là-bas où il est, je ne sais même pas où il est. Il vit en France? Ah, ok, il est en France. Vous savez, moi, je suis au Cameroun.
Alors, sortons de l'opération 11 millions d'inscrits avec cette dernière question. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette opération qui vous refusez qu'on parle d'échec ou de Bérésina, disons, qui n'a pas encore atteint ses objectifs et qui est très très loin des objectifs qui avaient été fixés. Quelles leçons en tirez-vous? D'abord, moi et tous ces milliers de jeunes qui m'accompagnent, nous avons tiré de cette première phase que nous avons appelée la phase 1, une force de détermination incroyable, dont vous allez apprécier le déploiement dès début janvier 2018. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Ça, soyez rassurés. Autre enseignement, c'est que on vient de démolir des mythes. On vient de démolir des idées reçues. Les jeunes Camerounais sont veulent. Je tiens l'expression de toi. Sont veulent. Ils ne peuvent rien faire. Ils savent boire, c'est tout, danser. Eh bien, c'est faux. Il y a des jeunes Camerounais qui ont en eux la force patriotique qu'ils sont en train de déployer. La flamme de l'espoir, Jean-Bruno Tagné, s'est rallumée. Voilà une des leçons. Cette flamme, nous sommes en train de l'entretenir parce que nous sommes en train de travailler dans le secret. Elle va être entretenue et elle va emporter sur son passage tous ceux qui vont s'y opposer. Elle va emporter sur son passage tous ces mythes qu'on a construits, les mythes d'invincibilité, des mythes d'impossibilité, tout cela sera balayé. Retenez, M. Jean-Bruno Tagné, que maintenant vous parlez de Cabral, vous allez découvrir des Cabral à l'appel par centaines. J'ai découvert des jeunes devant qui j'étais tout simplement admiratif. Parfois je me faisais une idée de moi, je ne soupçonnais pas que ça pouvait exister. Jean-Bruno Tagné, il y a eu un Cameroun avant cette opération, il y a un autre Cameroun désormais après cette opération. Le reste, c'est tic-tac. Merci. Je vous propose de prendre une petite pause avec notre partenaire iCube Femmes et nous revenons pour la dernière partie de cet entretien. iCubeFemme.com, le premier portail de recherche d'emploi panafricain, invite les entreprises africaines au Salon des Affaires qui tiendra lieu le jeudi 5 octobre 2017 à la salle des conférences Spar de Douala. Les entreprises participantes pourront se connecter au plus grand réseau de professionnels du Cameroun et du continent africain dans le but de leur offrir de nouvelles opportunités commerciales et d'afficher leurs produits et services. Avantages de participation au Salon des Affaires, visibilité de votre compagnie, communication de votre vision, produits et services, connexion personnelle avec les partenaires, clients et fournisseurs potentiels, mise en vedette des compagnies exposantes, participez en tant qu'exposant, présentateur, délégué. Inscrivez-vous maintenant sur www.iqfem.com/événements. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, Cabral Liby. Alors, Cabral, 2018, c'est une année fortement électorale au Cameroun. Il y aura pas mal de consultations électorales. Alors, serez-vous candidat à au moins une des élections qui sont annoncées en 2018? Oui, pour faire court. Laquelle? Le moment venu, vous en saurez davantage. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas véritablement, pour l'instant, on ne vous connaît pas d'appareil politique. Alors, sur quel appareil politique allez-vous vous appuyer pour porter votre candidature? Ça me permet de répondre de façon plus explicite à la question que vous avez posée avant. Oui. Monsieur Jean-Bruno Tagné, après le 31 août, nous nous sommes concertés au sein de notre opération. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai été porté à la tête d'un mouvement qui s'appelle désormais 11 millions de citoyens. 11 millions de citoyens. Ce mouvement... C'est-à-dire 11 millions d'inscrits a muté en 11 millions de citoyens. 11 millions d'inscrits est désormais un atelier de 11 millions de citoyens qui a un agenda beaucoup plus large. Et 11 millions de citoyens, c'est le réceptacle de plusieurs acteurs, de plusieurs formations politiques. D'abord, dans le cadre de 11 millions d'inscrits, vous vous en êtes rendu compte, nous avons travaillé sur le terrain avec le parti Univers, dont le capitaine opérationnel est Prosper Nkumvondo, qui d'ailleurs sur les médias, il a annoncé que lui, il ne serait pas candidat, et que si moi, je souhaitais être candidat, ben, lui, il était prêt à m'investir. Il l'a dit d'ailleurs sur les antennes de Canal 2. Ça, c'est une chose. Vous savez, nous, dans notre mouvement, nous pensons que la meilleure approche, c'est l'approche consensuelle. Nous croyons à une unité d'action qui rassemble plusieurs acteurs. C'est pour ça que je peux vous annoncer que je serai candidat
aux primaires que dans le cadre de cette démarche consensus, nous organiserons et nous donnerons la possibilité à ceux qui nous soutiennent de se prononcer sur le candidat qu'ils souhaitent avoir à l'élection présidentielle. Je sais une chose, sur la base des appels du peuple authentique qui existent, si ces primaires se faisaient aujourd'hui, je serais certainement désigné et j'accepterais d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais nous préférons attendre que cette démarche participative beaucoup plus fédérative aille jusqu'au bout. Le temps nous prend à la gorge. On va être très très rapide, je vous prie, pour cette dernière partie de l'émission. Alors, Cabral Libye, pourquoi êtes-vous candidat? Est-ce que vous succombez à l'appel des réseaux sociaux ou là alors vous avez un véritable projet pour les Camerounais? Pourquoi êtes-vous candidat? Vous savez, j'ai rencontré à Loum un jeune couple. Dès qu'ils ont... Loum, c'est... Dans le Mongo. Quand ils ont appris que j'étais dans la ville, ils sont venus en courant avec un nouveau-né. Ils m'ont dit, Cabral, nous venons de donner ton nom à ce nouveau-né. Fais que cet enfant soit fier. Ça, ce n'est pas les réseaux sociaux, Monsieur Jean-Bruno Tagny. Ça, c'est des choses qui vous parlent. Ouais. J'ai rencontré à Marois un ancien, un retraité de plus de 80 ans, commissaire de police. Il m'a dit, mon fils, si je mourais demain, je partirai avec le sentiment que ce que j'avais tant souhaité est de retour. Que la jeunesse prenne son destin en main. Ça, ce n'est pas les réseaux sociaux, M. Jean-Bruno Tagny. Je vous parle des choses réelles. Et quand j'écoute ça, je prends la mesure du poids qu'il y a sur mes épaules. Et je leur dis à chaque fois, ce n'est pas moi qui vous trahirai. C'est vous qui me trahiriez si vous me lâchiez le moment venu. Oui. Alors, pourquoi êtes-vous candidat? Y a-t-il un projet derrière ou alors vous succombez uniquement à justement ces attractions qui peuvent être, c'est vrai, émotives, on est bien d'accord, c'est humain, mais est-ce que derrière votre candidature, il y a un véritable projet? Monsieur Jean-Bruno Tagny. Ou alors vous vous laissez simplement guider par... La dynamique à la tête de laquelle j'ai été porté, je viens de vous l'annoncer il y a quelques jours, travaille sur un projet de société. Un projet de société inclusif qui met aujourd'hui à contribution des experts d'ici et du monde entier. Vous savez, à la faveur des voyages que vous avez évoqués, j'ai rencontré de brillants compatriotes, informaticiens, économistes, juristes, mathématiciens, des ingénieurs qui m'ont dit, Cabral, pour une fois, nous pensons que nous allons proposer pour notre pays. Parce qu'en fait, le contrat que nous voulons signer avec toi, c'est que tu nous ramènes. Et je leur ai dit, s'ils m'étaient donné de prendre cette décision, grâce à vous, je vous ramènerai. Donc nous sommes en train de travailler sur ce projet de société. Il sera publié, il sera soumis à l'ascension de nos compatriotes. Et le moment venu, ils choisiront. D'accord. Je vous propose de faire une autre pause. C'est pour regarder ce reportage qui a été réalisé à Bertoua. C'est dans l'est du Cameroun. Vous y avez été dans vos pérégrinations électorales. Vous le savez, grâce aux réseaux sociaux. Oui, je le sais parce que nous avons, envoyé des équipes, Canal 2 y était. Oui, Canal 2 a couvert au nord, mais pas à Bertoua. Je vous, Cabral, s'il vous plaît, je vous propose donc de regarder ce reportage qui a été réalisé dans la ville de Bertoua. Et Eric Ngele a essayé de voir qui est Cabral Libye. Est-ce que Cabral Libye était connu par les populations de cette partie du Cameroun? Je vous propose de regarder ce reportage et nous revenons juste derrière. Cabral Libye, c'est la star des réseaux sociaux qui l'ont d'ores et déjà couronné au hit parade des meilleurs challengers, au candidat naturel du RDPC à la présidentielle de 2018. Dans le cadre de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, le natif d'Union Ekele a, entre autres régions, séjourné à l'est du Cameroun, précisément à Bertoua. Par parallélisme des formes, c'est ici que nous sommes allés tâter sa cote de popularité. Cabral Libye, vous connaissez? Cabral Libye? Oui. Non, aucune idée. Jamais, jamais. Je suis à la bouche, jamais compris ça. Est-ce que vous connaissez Cabral Libye? Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas Cabral Libye ici. C'est une nouvelle émission de la télé, le Canal 2 que j'aime bien, mais je ne sais pas ce que ça évoque. Nous avons tenté de rafraîchir la mémoire de quelques-uns en brandissant une image de l'analyste politique.
Rien du tout. Personne ne le connaît? Cabral Liby. Ah bon? Non, on ne connaît pas. Non, non. Vous ne connaissez pas? Jamais, on ne connaît pas. Pour ceux qui connaissent Cabral Liby, il y a comme une sympathie pour son franc-parler et sa posture d'homme engagé. Je suis souvent à Canal Presse, le dimanche. Vous l'aimez, Cabral Liby? Ouais, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Sa franchise et sa manière de parler du gouvernement et des réalités du pays. Je le sais très brillant, surtout dans les questions de droit. Et bref, c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Il est très gueulard, il dit ce qu'il pense, il les cache dans ce qu'il dit. Parfois c'est un peu désagréable, mais bon. Il est très gueulard, il dit ce qu'il pense, il les cache dans ce qu'il dit. Parfois c'est un peu désagréable, mais bon. Je vois que c'est un homme déterminé, il défend bien ses idées et je crois qu'il peut faire un bon président. On dit qu'il est le Macron, le nouveau Macron du Cameroun, non? Je pense que c'est le surnom qu'on lui a donné. D'aucuns par contre sont assez suspicieux et trouvent l'engagement politique de Cabral Liby parsemé de trop de zones d'ombre. Ça ne doit pas être une audace motivée de l'extérieur. Ce n'est pas parce que on articule peut-être bien, qu'on parle bien, qu'on pense qu'on a la science infuse. Son influence n'est pas encore étendue sur le territoire. Moi, sur 100%, je l'en donne peut-être 15. Il ne rassemble pas encore le peuple. C'est pas suffisant. Ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Qu'on l'aime ou pas, Cabral Liby s'impose chaque jour comme un acteur important du landerneau politique au Cameroun. Je vais demander à Cabral Liby à un moment qu'il tempère, qu'il ne répond pas du tic au tac. Parfois, si on le titille, qu'il reste tranquille, il dort. Il ne répond pas. Parce que je l'ai vu dimanche passé avec Pascal Namdi, ils sont beaucoup titillés. Il doit se calmer, il doit être posé. Pour avoir néanmoins une auréole nationale, la fracture numérique entre les villes et villages la signe désormais à quitter la toile pour le terrain. Voilà, on vient de regarder ce reportage qui a été réalisé par notre collègue Eric Ngele. Alors, on parle de vous comme du Macron camerounais. Comment réagissez-vous à cela? Écoutez, ça me laisse totalement indifférent. J'imagine qu'on fait allusion à ma jeunesse. Oui. Quand on fait le parallèle avec Macron, mais vous savez, modèle de jeunesse à la magistrature suprême, parce qu'on fait toujours le lien, on en a en Afrique. Hein. Je rappelle que Joseph Kabila, qui est président de la RDC, arrive en 2001 à 30 ans. On n'en parle pas suffisamment. Non, mais la manière dont il est arrivé, j'espère que ce n'est pas de cette manière-là. Non, je vais dire un chef d'État jeune, ça existe, il n'y a pas que lui, ça existait avant lui. Bien. Mais toujours est-il que l'idéal que transporte Macron en France, notamment il est jeune chef d'État de moins de 40 ans, c'est inédit, qui accède à la magistrature suprême dans la 5e puissance économique du monde et qui provoque un renouvellement de la classe politique, un rajeunissement significatif de la classe politique. Si c'est de ce Macron-là qu'on parle, eh bien, je l'assume totalement. Et je viens de mesurer. L'objectif, c'est que nous soyons connus par tous ceux qui ont l'âge de voter. Et la masse critique que nous voulons constituer est celle de 11 millions de citoyens, je vous l'ai annoncé. Et nous repartons sur le terrain très bientôt pour nous faire connaître par ceux-là qui ne nous connaissent pas encore, mais avec la tempérance nécessaire pour suivre le conseil de la dame. Et d'ailleurs, j'ai noté, et je suis un peu bouleversé parce que on a vu beaucoup de jeunes filles là. Il y avait plus de jeunes filles qui me connaissaient. Et ça me bouleverse un peu parce que quand j'ai regardé les chiffres officiels de l'ECAM, sur 245 000 hommes inscrits, il y a 160 000 environ de 149 000 femmes. Donc il y a 159 000 femmes. Donc il y a un gap important alors que nous étions en train de réfléchir à mobiliser davantage de femmes, ce qu'on va faire. Peut-être qu'il faudrait aller un peu plus vers... nous allons nous appuyer sur ces jeunes qui nous connaissent déjà pour aller toucher leur maman. Apprécier. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des hommes politiques auxquels vous vous identifiez? Oui, effectivement.
Il y a des hommes politiques. Au Cameroun ou ailleurs? Partout. Ben, partout, évidemment. Le monde aujourd'hui, il est ouvert. Hein. On est dans la globalisation. Pas interdit. Tous les nationalistes camerounais, je m'identifie à eux. Parce que je vois des gens qui donnaient de la résonance à cette citation de Saint-Just. Vous savez, c'est une des figures mythiques de la Révolution française. Il a été guillotiné à 27 ans. C'est lui qui a écrit avant de mourir: je méprise la poussière qui vous parle. On pourrait la persécuter et même la faire mourir. Mais je défie comme arrache l'indépendance que je me suis donnée dans les siècles et dans les cieux. Ces nationalistes, ils se sont donné une indépendance dans les siècles et dans les cieux. Comme Saint-Just, des nationalistes, je m'identifie à eux. Oui. Ce sont des hommes politiques. Tout à fait, oui. On est bien d'accord, oui. Je m'identifie effectivement au-delà du Cameroun à Nelson Mandela, à Lumumba. Oui. Je pourrais en citer davantage, vous connaissez toutes les grandes figures d'Afrique. Très bien. Les panafricanistes, je m'identifie à eux. Je pourrais aller au-delà de l'Afrique. Alors, Barack Obama, si on enlève 2 ou 3 choses, reste pour moi un modèle dans sa simplicité et surtout dans sa trajectoire portée par la base populaire, alors qu'on ne misait pas $1 sur lui en tout début. Je vais vous prier d'être très bref parce que cette émission est en train de s'achever. Faisons un peu, projetons-nous dans le futur, faisons un peu de politique fiction, ça ne fera de mal à personne. Alors, Cabral président, où passera-t-il ses vacances? Au Cameroun. Au Cameroun. D'ailleurs, si j'étais président, je ne suis pas sûr que j'aurais beaucoup de temps pour les vacances. Mais il faudrait, parce qu'il faut développer une économie de la vacance. Oui. Et le chef de l'État doit être celui qui impulse cela. Aller seulement en vacances dans d'autres pays, c'est alimenter l'économie de la vacance dans d'autres pays. Cabral président, où se soignera-t-il? Au Cameroun. Parce que l'une des premières choses... Dans quel hôpital? L'une des premières choses... Non, mais dans cet hôpital. Oui. Je vous rappelle que mon père est soigné en ce moment-ci dans un hôpital. Certains d'entre ceux qui nous regardent sont soignés. Donc nous avons de brillants médecins. Tout ce qu'il faut, c'est équiper nos hôpitaux d'un plateau technique. Et ça, on le ferait une fois arrivé dans les 2 mois qui suivraient. Bien. Cabral, président, fera-t-il barrer les routes 5 heures avant même qu'il ne sorte de son palais? Évidemment, non. Bien. Cabral Libi, président, parce que ça bloque l'économie, ça. Oui, c'est compris. Cabral Libi, président, déclarera-t-il ses biens et fera-t-il appliquer l'article 66 de la Constitution justement sur la déclaration des biens? Évidemment, la chose publique est sacrée, Monsieur Jean-Bruno Tagne. On ne s'amuse pas avec. Cabral Libi, président, enfin, ira-t-il régulièrement aux réunions de l'Union africaine, de la CEMAC, renforcera-t-il la coopération avec ses voisins en étant beaucoup plus présent? Vous voulez que je partage avec vous le rêve que j'ai fait le jour où je me suis inscrit à l'université? C'était justement d'être secrétaire général de l'ONU. Bon. Donc évidemment, j'irai à l'Union africaine. Oui. Parce que ce serait la voie pour arriver là où je veux réaliser mon rêve. Merci. Le temps passe vite. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. On va présenter la bibliographie de cette émission sans commentaire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Emmanuel Macron, vous qui serez pour certains l'Emmanuel Macron camerounais, il y a cet ouvrage, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, de Anne Fulda. Il y a un deuxième ouvrage, Emmanuel Macron, Révolution, c'est notre combat pour la France. C'est un ouvrage écrit par lui-même, où il parle de lui-même et également de sa vision politique. Nous avons parlé du problème anglophone en introduisant cette émission. Il y a ce bouquin, il est vieux, sorti, la première version est Albert sortie. Moucon. Albert Moucon. C'est une des figures du travail abattu en 1992. Beaucoup Albert de jeunes Moucon, ne le connaissent pas. Le titre original de cet ouvrage paru en anglais, c'est Prisoner Without a Crime. Ça, c'est la version en français. Un prisonnier sans crime, sans commentaire, on n'a plus de temps. Vous parliez de Nelson Mandela comme étant un de vos modèles. Voici un ouvrage écrit par lui-même, Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Cet ouvrage très intéressant également, Thomas Sankara, c'était un recueil d'un certain nombre de discours. Vous parliez des figures du panafricanisme africain, il en est un. Vous prendrez beaucoup de plaisir à lire un certain nombre de discours qu'il a prononcés. Il y a également Achille Mbembe, c'est un vieux livre, Les jeunes et l'ordre politique en Afrique noire. On parlait des jeunes qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. On parlait de fraude électorale. La fondation Friedrich Ebert a publié cet ouvrage, Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun, manuel pratique. Il y a celui-ci, vous le connaissez, Marafa Amidou Yaya, Le choix
de l'action. Là-dedans, il parle également du processus électoral et il a dit une ou deux choses sur les fraudes électorales. Il est bien passé pour en parler parce qu'il a été ministre de l'administration territoriale qui, à cette époque-là, conduisait encore le processus électoral. Encore sur les élections, Abdoul Karimou, la pratique des élections au Cameroun, 1992-2007. Oui, très bon ouvrage, très documenté. C'est un fonctionnaire du ministère de l'administration territoriale, donc il y a de la matière dans cet ouvrage. Évidemment, le code électoral, il faut le lire. Et enfin, cet ouvrage publié par les éditions du Terroir avec Fabien Iboussi-Boulaga, Jean-Bosco Tala et beaucoup de contributions. Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise, question sur la quête de sens et la subjectivité politique. Voilà, c'est tout. Traditionnellement, nous remettons un cadeau à ceux qui viennent nous rendre visite. Voici le vôtre que je vous remets avec plaisir. Merci d'être venu. Mais je vais changer la tradition. Ah. Je vous remets aussi un cadeau. C'est le t-shirt. Bah, c'est très bien. Objectif, 11 millions d'inscrits. Donc je prends le tien du main. Je vous donne le mien. Merci. Merci, Cabral Libi. C'est très gentil pour ce t-shirt. Merci d'être venu à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette émission qui va rentrer dans sa deuxième saison dans 3 semaines avec de nouveaux habillages, des invités toujours plus prestigieux et une rubrication beaucoup plus fraîche. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la deuxième saison de la grande interview qui fait déjà son premier anniversaire. Merci d'être resté avec nous. Félicitations à vous. C'est très gentil. Joyeux anniversaire. Merci d'être resté avec nous. Bonsoir.